Messieurs, bonsoir. C'est tout d'abord par les suites du scrutin de dimanche que nous commencerons ce journal. D'abord, une conséquence plutôt inattendue. La proclamation officielle des résultats est retardée car on a découvert que plusieurs dizaines de milliers d'électeurs auraient fait une erreur en croyant voter pour Simone Veil. Ils ont déposé dans l'urne non pas le bulletin de vote mais la profession de foi UFE où se trouvait également inscrit le nom de tous les candidats de la liste. Et d'après l'UDF, si ces votes n'étaient pas comptabilisés comme nuls, c'est le cas aujourd'hui encore, la liste Veil aurait un siège de plus. Alors voilà pourquoi on contrôle maintenant le 1 300 000 bulletins nuls recensés par les différents bureaux de vote. Je vous promets de vous raconter la suite des opérations. Toujours est-il que cette même liste Veil a déjà perdu 2 de ses élus car Pierre Méhaignery et Jean-François Degnaud ne siégeront pas à Strasbourg, ils resteront au gouvernement. Raymond Barre et Valéry Giscard d'Estaing ont refusé leur démission. En revanche, Simone Veil, elle, quittera ses fonctions, comme elle l'avait promis, le 4 juillet prochain. Selon la formule constitutionnelle, c'est le Premier ministre qui a demandé au chef de l'État de refuser les démissions de Pierre Méhaignery et de Jean-François Degnaud. Restant au gouvernement, ils seront remplacés à l'Assemblée européenne par les 26e et 27e de la liste Simone Veil, Jean-François Pintat, sénateur de la Gironde, et Simone Martin, secrétaire général de la Chambre d'agriculture de la Haute-Marne. Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer le refus de la démission des ministres. Pierre Méhaignery d'abord. Celui qui détient le portefeuille de l'agriculture depuis mars 1977 est en ce moment en pleine négociation pour la fixation des prix agricoles. Et puis la loi d'orientation agricole dont il a été le promoteur reviendra devant le Parlement à l'automne. Il aurait été sans doute mal vu par les agriculteurs que M. Méhaignery quitte son ministère avant d'avoir mené à leur terme ces 2 projets. Pierre Méhaignery a 40 ans, ingénieur agronome, il est maire et conseiller général de Vitré en Ille-et-Vilaine. Jean-François Degnaud maintenant. Ministre du Commerce extérieur depuis avril 1978, M. Degnaud a 50 ans. C'est lui qui a rédigé la plateforme politique de la liste Simone Veil pour les élections européennes. Jean-François Degnaud avait dit pendant la campagne qu'il démissionnerait. Sa démission a été refusée, peut-être tout simplement parce qu'on a jugé à Matignon et à l'Élysée qu'en sa qualité de ministre du Commerce extérieur, il serait plus utile et efficace dans les mois qui viennent au gouvernement qu'à Strasbourg. Quant à Simone Veil, elle abandonnera, vous l'avez dit, le ministère de la Santé et de la Famille le 4 juillet prochain, c'est-à-dire à l'issue du premier Conseil des ministres qui suivra la fin de la session parlementaire. Simone Veil a 51 ans, ancienne déportée, elle est magistrat de profession. Quand elle est arrivée au ministère de la Santé en mai 1974, le grand public ne connaissait pas Madame Veil. Mais la façon dont elle a défendu, entre autres, le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse n'est sans doute pas étrangère à sa montée rapide dans les sondages d'opinion, à telle enseigne qu'on a pu entendre dire que Madame Veil était l'homme le plus populaire du gouvernement. J'ajoute, puisque nous parlons politique, que Jean-Denis Bredin a démissionné de la vice-présidence du mouvement des radicaux de gauche. Il avait critiqué l'alliance de son parti avec le PS pour les élections européennes. Quant à Olivier Guichard, il a démenti tout à l'heure des propos que lui avait prêtés hier un autre RPR, Claude Labbé. Je pense que nous connaîtrons davantage les positions des uns et des autres mercredi prochain lors du comité central du RPR. 2 décisions à retenir à l'issue du Conseil des ministres de ce matin. D'abord l'adoption d'un projet de loi qui concerne à la fois les conditions de séjour et de travail des étrangers en France. Un projet qui permet de concilier la tradition d'accueil et les problèmes de l'emploi pour les années à venir. Il y aura désormais 2 catégories, des résidents ordinaires ayant une carte unique de séjour et de travail d'une durée de 3 ans, et puis des résidents privilégiés qui, eux, auront un titre pour 10 ans. Et puis, deuxième décision, le retrait d'un projet de loi qui instituait une prise de participation de l'État dans un tiers du capital de la société Dassault, avec à la clé la création d'un établissement public qui gérerait les participations de l'État chez Dassault et à la SNIAS. Eh bien, c'est ce dernier projet qui est retiré. On prendra de nouvelles dispositions dans un mois lors du Conseil des ministres du 11 juillet. Voilà donc pour la politique. Je vous propose maintenant de nous aérer en passant au palmarès du concours général 79. Un palmarès qui manque un petit peu de brio puisque sur les 81 prix à attribuer, on n'en a décerné que 27. Cela dit, un grand coup de chapeau au lycée international de Saint-Germain-en-Laye, tout près de Paris, qui pulvérise les records en enlevant 12 prix ou accessites au concours général. Dominique Laurie est allé saluer les lauréats. Martine Keller, premier prix d'allemand. Frédéric Cachera, deuxième prix d'allemand. Pierre Louette, troisième prix d'allemand, deuxième accessit d'anglais. Caroline Metz-Fontenot, premier accessit d'allemand. Olivier Furtac, troisième accessit d'allemand. Laurez Le Kenyek, premier accessit d'anglais. Christine Westerkamp, troisième accessit d'anglais.
Paul Miranda, premier prix de portugais. Daniel Concina, premier prix d'italien. Françoise Maire, deuxième accessit d'italien. Fabrice Calamaro, troisième prix de philosophie. Un prix de philosophie, est-ce que ça signifie que, pardonnez-moi, est-ce que vous êtes une grosse tête? Non, pas forcément. Il suffit de bien... On peut concilier les deux, c'est-à-dire l'esprit large, enfin, se permettre de ne pas que faire de la philosophie. Et on peut très bien être bon en philosophie et se permettre de ne pas être une grosse tête, pas un intellectuel spécialement, et de goûter au sport ou au loisir. Enfin, on travaille régulièrement, mais je pense pas que vis-à-vis d'autres élèves, ce soit... Enfin, on a aussi nos plaisirs et... Non, je pense pas. C'est important le concours général aujourd'hui pour vous? Oui, c'est quand même assez important parce que ça donne quand même une certaine confiance en soi, je trouve. Confiance dans l'avenir? Oui, aussi. Vous vous intéressez aux problèmes qui agitent le monde, la violence, la politique? Ça, plus parce que je suis en B, c'est la section économique, que parce que j'ai fait de l'allemand. Et c'est des problèmes qui vous préoccupent? Bah, certainement, oui. Par exemple? Bien sûr. Oh, tous les conflits dans le monde, du genre sino-vietnamien, enfin, entre la Chine et la Russie, des choses qui peuvent nous intéresser plus directement. Mais on se pose toujours des problèmes, surtout actuellement, avec les problèmes qu'il y a dans le monde du travail, mais j'espère que ça va marcher, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Oui, je voudrais vous dire que la dame que vous avez vue toute seule au milieu de ses chaises au début du sujet était le censeur de ce lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Et puis je voudrais aussi vous faire part d'un de nos sujets d'étonnement. Le titre de la composition de thème latin à ce concours général, c'était un texte de Voltaire. Il est nuisible d'apprendre le latin. Puisque nous parlons des lycéens, sachez aussi que Thomas, cet élève de seconde au lycée de Rueil-Malmaison, va pouvoir quitter dans quelques minutes la prison de Fleury-Mérogis, où il était incarcéré depuis 1 mois, à la suite de la manifestation du 1er mai. Ainsi en a décidé la chambre d'accusation de la Cour de Paris, tout à l'heure. Les nouvelles de l'étranger, maintenant, avec tout d'abord ce nouvel attentat au Pays Basque espagnol contre une centrale nucléaire. Un ouvrier est mort et l'une des turbines déjà en place est fortement endommagée. C'est un attentat revendiqué par l'ETA qui avait provoqué la mort de 2 ouvriers dans la même centrale il y a déjà 1 an. Il ne se passe plus de semaines désormais sans que l'Espagne soit secouée par de nouveaux attentats mortels. Une vague de terrorisme qui s'en prend aux piliers du régime encore fragile. En Espagne, les enterrements se suivent et se ressemblent. Aujourd'hui, c'est un garde civil tué au Pays Basque, le 34e depuis le début de l'année, qui est ainsi porté en terre. La semaine passée, c'était un général et 2 colonels qui étaient abattus dans leur voiture en plein cœur de Madrid. Et maintenant, un commandant à la retraite assassiné à son domicile et un fonctionnaire enlevé au Pays Basque. Avec 76 morts par attentat pour cette seule année 1979, l'Espagne détient le triste record du terrorisme. Pourtant, rien ne semblait avoir changé à Madrid où la vie continuait comme si de rien n'était. On avait l'impression que jusqu'alors, que tout le monde ici s'était habitué au terrorisme, ou du moins au terrorisme sélectif qui frappait les gardes civils et les militaires. On pouvait même entendre des Madrilènes dire « Tiens, ça fait 3 jours qu'on n'a pas tué de garde civile, ça ne devrait pas tarder », comme si c'était naturel. Mais quelque chose a changé depuis l'attentat qui a complètement détruit le café California 47, lieu de rendez-vous de l'extrême droite. Un attentat horrible qui a coûté la vie à 8 personnes, dont un petit enfant qui était tous là par hasard. Un attentat si horrible que personne en Espagne n'a osé le revendiquer. Alors quelque chose a changé parce que les Espagnols pensent maintenant que les terroristes ne visent plus seulement des uniformes, mais que n'importe qui peut être leur victime, même par hasard, comme c'était le cas au California 47. Et depuis lors, l'habitude de la mort des autres a cédé la place à la peur. On y regarde à 2 fois avant de s'installer à la terrasse d'un café. Et puis surtout, l'idée que puisse être mise en place une loi antiterroriste, une idée qui faisait très peur jusqu'à présent car elle rappelle de mauvais souvenirs, des souvenirs de la dictature qui n'est pas si éloignée, eh bien cette idée fait doucement son chemin en Espagne. Je dis que l'opinion de la population espagnole est de préoccupation, même de peur. La sécurité citoyenne, c'est une chose qui intéresse tout le monde. Les gens ne veulent pas sortir à la rue pour avoir des problèmes et des dangers qui retombent sur eux et sur la sécurité. Et donc il y a une grande partie de l'opinion qui veut que le gouvernement prenne le contrôle de la sécurité citoyenne dans les grandes villes, par exemple, d'une façon énergique, et qu'ils imposent la loi et l'ordre. Ça, c'est une espèce de tendance généralisée de l'opinion publique.
Violence encore, au Nicaragua, le président Somoza, acculé aux portes même de son palais par la rébellion, rejette toute idée de démission. L'opposition, dit-il sans humour, n'est pas suffisamment organisée pour prendre le pouvoir. Le Cap, un nouveau président pour l'Afrique du Sud, Mare Viljoen, succède à John Vorster qui avait démissionné le 4 juin. États-Unis, déjà le bras de fer entre Jimmy Carter et Ted Kennedy. S'il se présente, a dit l'actuel président en parlant de son rival, je lui botterai le train. Le député qui avait entendu ça a demandé au président Carter de répéter. Eh bien, il a répété. Enfin, la réunion des ministres de l'OCDE, aujourd'hui à Paris, une réunion tout entière centrée sur la crise de l'énergie. Philippe Tassier. Le château de la Meute, ancienne propriété de la famille Rothschild, abrite les services de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Son rôle est de favoriser la coopération économique et sociale entre les 24 pays membres qui la composent. L'OCDE a été au début créé par les pays qui avaient bénéficié après la guerre du plan d'aide économique américain, le plan Marshall. Aujourd'hui et demain, les ministres des Affaires étrangères et les ministres de l'économie des 24 pays membres se réunissent officiellement pour parler des problèmes des firmes multinationales et de l'énergie. Mais aujourd'hui, quand un ministre rencontre un autre ministre, de quoi parle-t-il? Eh bien des nouvelles difficultés que causent à l'Occident les nouvelles et fortes hausses des prix du pétrole. Et puis, les experts de l'OCDE sont en fait inquiets. Jamais depuis 2 ans, la hausse des prix dans les pays occidentaux n'avait été aussi forte au mois d'avril et au mois de mai. Pour 1980, ces mêmes experts prévoient beaucoup de difficultés économiques, voire même, pour les pays occidentaux, une période de récession. Bref, ce qui va se dire au château de la Meute pendant ces 2 jours préfigure ce qui se dira à la fin du mois de juin à Tokyo lors du sommet des chefs d'État des grands pays industrialisés. À ce propos, je vous indique que David Rockefeller, l'un des banquiers les plus puissants du monde, sera demain l'invité de Patrick Lecoq et de Paul Nahon dans Antenne de Midi. Tenez, voilà un sujet tout à fait lié au précédent. Le premier salon des industries de la pêche vient de se terminer à Nantes et c'était l'occasion de faire le point sur une activité directement dépendante du prix du pétrole. On a en effet calculé que pour ramener à terre 1 tonne de poisson, il faut parfois jusqu'à 1 tonne de gasoil. C'est dire les difficultés que rencontrent aujourd'hui les marins pêcheurs. Un salon de la pêche a quelque chose de paradoxal. Ce matériel de pleine mer installé sur le bitume d'un parc des expositions, ces navires en modèle réduit, ne paraissent guère à leur place, loin de l'eau. C'est pourtant ici que l'on saisit le mieux les problèmes de la pêche en mer, car c'est une industrie qui doit produire et vendre, et surtout surveiller ses prix de revient. Tout commence donc avec des étiquettes que l'on peut lire ici, car tout a un prix, même et surtout un chalutier tout équipé. C'est votre premier bateau à vous? C'est mon premier bateau. Comment vous allez l'appeler? Il va s'appeler donc le Cres Armor. Ça veut dire quoi? Le milieu de la mer. Et ça coûte cher, un petit chalutier de 12 mètres comme celui-là? Assez, oui, pour un bateau de cette taille-là. Combien? 85 millions, ancien. Il y a beaucoup d'électronique à bord, c'est ça qui fait monter le prix? Pas tellement, surtout la construction, la coque aussi, la machine. Et ce n'est pas tout, comptez le chalut ou bien le grand filet des sardiniers, on le remonte à la main car il est fragile. 320 mètres de dentelle bleue et il coûte 5 millions anciens. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, marin-pêcheur, pour mieux gagner votre vie et puis armateur aussi pour amortir plus facilement vos bateaux? Bon, tout d'abord, une diminution des frais quand même, parce qu'il y a aussi l'histoire du gasoil. C'est presque la majeure partie des frais, le carburant. Et quand on sait qu'à l'heure actuelle, bon, bah, il faut 1 tonne de carburant pour pêcher 1 tonne de poisson. Même avec un carburant détaxé, le gasoil marin est à moins de 80 centimes, la facture monte vite. Or, à l'instant où ils rentrent au port après une nuit de pêche, les marins ne savent absolument pas combien vaut leur poisson. Ces sardines seront vendues dans quelques instants à la criée. Aujourd'hui, bonne journée, 8 francs le kilo. Mais hier, c'était 3 francs et demain peut-être 2 francs 50. Une certitude, les mêmes sardines seront autour de 20 francs chez le poissonnier. Et cela, les pêcheurs ne l'acceptent pas volontiers, même en tenant compte des frais de transport. Ça ne justifie quand même pas la différence qu'il y a donc entre le départ sous la criée et l'arrivée chez le poissonnier, ou sur la table de la ménagère. Pourquoi il y a une telle différence? Alors les intermédiaires, certainement, donc ils passent. Ils se servent, c'est normal. Mais il faudrait peut-être voir aussi à ce qu'ils pensent aux petits copains qui sont en mer et qui, eux, par contre, attrapent la cordée. C'est vrai que c'est dur. Les sardiniers pêchent de nuit, en toute saison, par tous les temps. Pour les chalutiers côtiers, départ à 3 h du matin, retour le soir. Revenu mensuel, 4 000 francs en moyenne, tantôt plus, tantôt moins. Les prix de la criée jouent avec les salaires des marins.
davantage de répartition dans le prix, que ce serait mieux. Et il y aurait certainement davantage de jeunes à rester au métier. Parce que le métier, par rapport à ce qu'il a été, il est aussi dur et on gagne moins. Alors il y a plus beaucoup de jeunes qui veulent le faire. De moins en moins. Vous, quel âge vous avez? 22 ans. Ça vous fait pas peur de vous lancer? Non. Avec 85 millions de dettes? Non. Mais pour payer ces traites, il va falloir pêcher énormément, jeter toujours plus de poissons ici, sur le carreau de la criée. Or, on s'avise aujourd'hui que la mer n'est pas inépuisable. La disparition quasi totale du hareng dans les parages bretons a été un avertissement. Désormais, dans des eaux territoriales élargies à 200 000, on s'efforce de laisser aux différentes espèces le temps de se reproduire. On limite les prises, on établit des quotas. Aussi, avant que ne reviennent les eaux poissonneuses et l'abondance de naguère, il y aura 4 ou 5 années très délicates pour les pêcheurs français. Les sociétés d'armement, mais surtout les 10 000 bateaux de pêche artisanale dont les patrons sont presque tous endettés. Pour passer le cap, il faudrait que le prix du gasoil n'aille pas plus vite que celui du poisson. Ainsi, derrière l'imagerie des filets bleus chers aux touristes, ce qu'on aperçoit une fois de plus, ce sont des milliers d'emplois qui dépendent du pétrole. À Paris, cet après-midi, dans le 15e arrondissement, une très violente explosion due au gaz. 8 blessés, dont 6 pompiers. C'est à 15 h que le patron d'un café a appelé les pompiers après avoir découvert une fuite de gaz. L'établissement a été évacué. Une demi-heure plus tard, l'explosion. Elle a entièrement détruit le café. Je pense que vous pouvez juger par vous-même de l'ampleur de la déflagration. Les blessés ne sont que légèrement atteints. Nous passons maintenant au sport. Dans la course de la Transat en double, Eric Tabarly a presque doublé son avance sur Malinowski qui est maintenant à 203 km. En 24 heures, Tabarly a accompli une véritable performance. Il a parcouru 367 km. Si les vents ne changent pas, d'ailleurs, on me dit qu'il devrait virer la bouée des Bermudes vers les 5 heures du matin. Basketball, la France a battu la Grèce par 76 points contre 74. C'est une victoire arrachée à la dernière seconde du match, mais qui ne sert que pour le classement. Les tricolores ont en effet été éliminés de la poule finale. Et puis automobile, Patrick Depailler sera peut-être sur les circuits dès le 26 août. En effet, le champion automobile se rétablit plus rapidement que prévu de ses blessures. Le 26 août, ce sera le Grand Prix des Pays-Bas. Des chiffres maintenant avec tout d'abord les pronostics de Pierrette Bresse pour le tiercé qui se disputera à Vincennes dans le prix de Grosbois. Elle a choisi, vous le voyez, le 18, le 16, le 15, le 17, le 4, le 14 et le 11. Les résultats du loto maintenant, pour gagner, il fallait cocher les numéros suivants, le 4, le 8, le 9, le 21, le 35, le 48. Numéro complémentaire, le 38. La météo, maintenant, de nombreux orages ont éclaté cette nuit, provoquant de nombreux dégâts. Les températures sur l'ensemble de la France, vous le voyez, étaient nettement plus fraîches que les jours précédents. Demain, eh bien, le temps sera beau sur les Alpes méridionales et sur les régions méditerranéennes. En Bretagne, en Normandie et sur le bassin parisien, temps dégagé le matin, mais de la pluie l'après-midi. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne soirée. Le dernier journal vous sera présenté par Hervé Claude vers 22 h 50. À demain.